Vladimir, arrête, ces mots, ce sont ceux que le président américain Donald Trump a adressés à son homologue russe Vladimir Poutine suite à d'importantes frappes en Ukraine et alors que des négociations ont lieu. Mais alors, où en sont ces négociations justement autour d'un potentiel traité de paix? Quelles sont les revendications de chaque camp? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois qu'on sort ces actus du jour le week-end, c'est donc le sujet à la une d'aujourd'hui. Ces derniers jours, la Russie et l'Ukraine se sont dites prêtes à négocier pour trouver un accord et mettre fin à la guerre qui les oppose depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Des pourparlers de paix se sont notamment déroulés à Londres, au Royaume-Uni, entre Américains, Ukrainiens et Européens. De l'autre côté, les États-Unis négocient aussi avec la Russie pour tenter de trouver un accord de paix. Et alors que Donald Trump a assuré ce mercredi qu'un accord de cessez-le-feu en Ukraine était, je cite, très proche, les États-Unis ont aussi menacé il y a quelques jours de se retirer des négociations si aucun accord n'est trouvé rapidement. Donald Trump reproche au président ukrainien Volodymyr Zelensky de ne pas vouloir conclure cet accord, on revient dessus dans un instant. Mais je le disais, Donald Trump s'est aussi directement adressé à Vladimir Poutine depuis son réseau Truth Social en lui disant « Vladimir, arrête » suite à des frappes russes sur Kyiv, la capitale de l'Ukraine. Cette attaque de missiles et de drones qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi a tué 12 personnes et fait 90 blessés selon l'Ukraine. Il s'agit de l'une des pires attaques russes sur Kyiv depuis février 2022. À noter que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir utilisé un missile fabriqué en Corée du Nord lors de ces frappes. Donald Trump s'est dit, je cite, pas content de ces frappes et a donc appelé Vladimir Poutine à cesser ce type de bombardement afin de parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. De son côté, Emmanuel Macron a souhaité ce jeudi, je cite, que le président Poutine arrête de mentir quand il affirme vouloir la paix tout en continuant de bombarder l'Ukraine. Côté russe, le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, a affirmé que l'armée russe visait des objectifs militaires ou des sites civils utilisés par l'armée. Il a également de nouveau assuré que la Russie était prête à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ajoutant que certains éléments de ce potentiel accord doivent encore être peaufinés, sans préciser lesquels. Mais alors, de quoi parle-t-on? Eh bien en fait, depuis plusieurs jours, un plan conduit par les États-Unis circule dans la presse américaine. Celui-ci prévoirait notamment un renoncement ukrainien à l'adhésion à l'OTAN, cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, la levée des sanctions contre la Russie, mais aussi une compensation financière pour l'Ukraine, sans donner plus de détails. Le plan prévoirait aussi un gel des lignes de front, ce qui revient donc à figer la guerre sur ses positions actuelles. Aujourd'hui, la Russie contrôle près de 20% du territoire ukrainien. Dans un entretien à la BBC diffusé ce vendredi, le maire de Kyiv a admis que l'Ukraine pourrait envisager d'abandonner des territoires pour conclure à une paix temporaire. Mais alors, de quel territoire parle-t-on? Concrètement, le plan américain propose une reconnaissance officielle du contrôle russe sur la Crimée, une région ukrainienne annexée illégalement par la Russie en 2014, mais aussi une reconnaissance des territoires occupés dans l'est et le sud de l'Ukraine. Selon Donald Trump, la Russie ferait une assez grosse concession en acceptant de ne pas s'emparer de tout le pays. En fait, la question de la Crimée est redevenue centrale dans les discussions autour d'un possible accord entre l'Ukraine et la Russie ces derniers jours. Ce vendredi, Donald Trump a déclaré dans une interview donnée aux médias américains Time, je cite, que la Crimée restera sous le contrôle de la Russie. Selon lui, il s'agit d'un territoire perdu depuis des années par l'Ukraine et je cite toujours, Zelensky le comprend. Le président ukrainien a pourtant clairement indiqué cette semaine que l'Ukraine agira toujours en respectant sa constitution, donc la norme suprême du pays. Or, la constitution ukrainienne stipule que la Crimée fait bien partie de l'Ukraine. D'après plusieurs experts, le risque pour l'Ukraine en acceptant de céder la Crimée, c'est de créer en fait un précédent qui permettrait à la Russie de valider l'annexion d'autres territoires ukrainiens obtenus par la force. À noter par ailleurs que la communauté internationale, y compris les États-Unis, n'a pour sa part jamais reconnu l'annexion de la Crimée. De son côté, Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de bloquer les négociations de paix en refusant de céder ce territoire. Selon le président américain, l'Ukraine doit choisir, je cite, entre la paix maintenant ou continuer la guerre encore 3 ans pour tout perdre, on suivra ça. Et tant qu'on parle de Donald Trump, je vous annonce qu'on sort une nouvelle vidéo sur les 100 premiers jours du président américain à la Maison Blanche ce dimanche. La vidéo sera disponible sur notre chaîne Hugo Décrypte grand format, on espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec Elisara pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les obsèques du pape François ont eu lieu ce samedi au Vatican. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 400 000 personnes ont assisté aux funérailles du souverain pontife, décédé ce 21 avril d'un AVC. Après la messe funéraire, le papa a été inhumé dans la cathédrale Sainte-Marie-Majeure à Rome, une première depuis 300 ans puisque les papes choisissent généralement d'être inhumés au Vatican. Plusieurs chefs d'État étaient présents comme Emmanuel Macron, accompagné du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Donald et Melania Trump étaient également sur place. Le président américain avait affirmé lundi, après la mort du pape François, avoir hâte d'assister aux funérailles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était aussi présent. D'ailleurs, les chefs d'État américains
américain et ukrainien se sont rencontrés en marge des obsèques pour discuter du cessez-le-feu, dont Blanche vous parlait au début de la vidéo. Sur X, Volodymyr Zelensky a qualifié cette discussion de hautement symbolique, ajoutant qu'elle pourrait devenir historique en cas d'accord sur différentes conditions, notamment celle d'un cessez-le-feu total et inconditionnel. Le chef d'État d'Argentine, Javier Milei, est également venu rendre hommage au premier Argentin de l'histoire à avoir dirigé l'Église catholique. Depuis déjà plusieurs jours, les cardinaux du monde entier se sont réunis pour discuter de l'avenir de l'Église catholique et fixer la date du conclave, une réunion à huis clos pendant laquelle les cardinaux choisissent le futur pape. Ce conclave doit avoir lieu dans les 20 jours qui suivent la mort du pape, donc d'ici le 11 mai. La date exacte n'a pas été définie pour le moment. Deuxième actu, les sanctions imposées à la France depuis plusieurs années pour ne pas respecter les seuils de pollution de l'air n'ont pas été renouvelées ce vendredi. Alors on vous explique, en fait le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative du pays, a estimé que la France avait fait les efforts nécessaires pour réduire la pollution de l'air sur le territoire et a donc décidé de ne pas la condamner à nouveau à payer une amende. Car pour rappel, en 2017, le Conseil d'État avait ordonné à la France de prendre, je cite, toutes les mesures nécessaires pour ne plus dépasser les seuils limites de particules fines dans l'air qui sont fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Ces particules, qui sont produites notamment par le trafic routier ou le chauffage au bois, ont un impact à la fois sur le changement climatique et sur notre santé, car elles augmentent les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Selon Santé publique France, la pollution de l'air est responsable de 40 000 décès prématurés par an. La France a déjà été condamnée en 2021, en 2022 et en 2023 à une compensation financière d'un total de 40 millions d'euros par le Conseil d'État, qui avait jugé à chaque fois que les mesures prises pour réduire la pollution de l'air étaient insuffisantes. Et même en octobre 2024, 95% des villes françaises dépassaient les seuils de particules fines et 69% étaient au-delà de la limite concernant le dioxyde d'azote, selon le ministère de la Transition écologique. Mais cette fois, la juridiction administrative considère que les efforts fournis par le pays sont suffisamment importants pour ne pas ajouter une nouvelle compensation financière, en tout cas pour le moment. Dans le détail du communiqué du Conseil d'État, plus aucune zone de métropole ne dépasse les seuils de pollution aux particules fines. Ça signifie pas pour autant que la France est dans les limites fixées par l'OMS partout, car le communiqué précise que le seuil de dioxyde d'azote est, je cite, quasiment respecté à Lyon et proche de l'être à Paris. L'association environnementale Les Amis de la Terre, qui avait justement saisi le Conseil d'État en 2017 au sujet du non-respect des normes par la France, a déclaré que cette décision semblait encourager les progrès lents mais réels de l'État en pariant sur un respect de sa décision dans un avenir proche. Et enfin, troisième actu, Virginia Giuffre, l'une des principales plaignantes dans l'affaire Jeffrey Epstein, un financier américain accusé de trafic sexuel de mineurs et de viol, s'est suicidé à son domicile en Australie à l'âge de 41 ans. Sa famille l'a annoncé ce samedi, déclarant dans un communiqué qu'elle s'était donné la mort après, je cite, avoir souffert tout au long de sa vie des agressions sexuelles et du trafic sexuel dont elle a été victime. En 2011, l'histoire de Virginia Giuffre est rendue publique dans le magazine Vanity Fair. Elle accuse Jeffrey Epstein de l'avoir utilisée comme esclave sexuelle dans les années 2000. Contactée d'abord pour des massages par l'ex-compagne d'Epstein, Virginia Giuffre aurait été forcée par le couple à satisfaire sexuellement Epstein, ainsi que des amis et associés, devenant leur esclave sexuelle. Jeffrey Epstein s'est suicidé en détention en 2019, avant d'avoir pu être jugé. En 2021, Virginia Giuffre avait également accusé le prince Andrew, membre de la famille royale britannique et depuis retiré de la vie publique, d'agression sexuelle lorsqu'elle était mineure. Ce dernier a toujours nié les faits. Il avait conclu un arrangement financier de plusieurs millions de dollars avec Virginia Giuffre pour éviter un procès. Selon plusieurs médias britanniques, cet accord prévoyait également que le prince Andrew verse de l'argent à une organisation caritative pour les victimes d'exploitation sexuelle. Virginia Giuffre avait fondé une association de soutien à la parole des victimes d'agression et de trafic sexuel en Australie. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi ce format des actus du jour le week-end, on espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous donner vos retours, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine.